C'est parti. Ouais, c'est bon, Émeric. Alors, bonjour à tous et bienvenue aux conférences métiers du CFA-IGS. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Iman Ajaji. Bonjour Madame, merci d'avoir accepté l'invitation de nos étudiants pour venir animer cette conférence en leur compagnie. Alors, vous êtes conseillère en gestion de patrimoine à la Société Générale depuis 3 ans. Mais vous avez également travaillé en cabinet privé en tant que freelance pendant plusieurs années. Alors, quelles sont les grandes différences en termes de posture commerciale, en termes de typologie de clients, voire en termes d'évolution professionnelle? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec l'équipe des Lajat qui va animer cette conférence avec vous. Et je vais immédiatement passer la parole à Émeric qui va nous présenter son équipe. Bonjour Madame Ajaji, merci de bien avoir voulu nous accorder du temps pour répondre en fait à notre questionnaire. Et du coup, nous avons travaillé à 5 en fait pour préparer ce questionnaire. Du coup, je vais vous présenter déjà l'organisateur de notre groupe, Alex, si tu veux te manifester. Bonjour, bonjour. Ensuite, la chargée de communication de l'équipe qui a préparé justement tous les liens, toutes les affiches, etc. C'était Juliette, si tu veux bien te manifester. Bonjour. Ensuite, nous avons Ludivine qui va préparer en fait une sorte de compte rendu après, après l'interview pour que on puisse partager en fait l'expérience que vous allez nous décrire avec beaucoup plus de monde en fait sous forme de résumé. Ludivine. Ah, peut-être un petit décalage. Oui. Et ensuite, nous allons vous poser des questions en fait concernant votre expérience avec Thibaut. Si tu veux bien te manifester, Thibaut, pour dire bonjour. Bonjour, enchanté. Et la première partie en fait du questionnaire, ça va surtout vous concerner vous, votre expérience, votre parcours, etc., etc. Avant d'être conseillère en gestion de patrimoine, est-ce que vous pourriez nous décrire votre parcours? Qu'est-ce que vous avez fait comme études? Qu'est-ce que vous avez fait comme travail, etc. Et pourquoi avoir choisi la gestion de patrimoine? Très bien. Tout d'abord, bonjour à tous. Donc, pour ma part, j'ai un parcours purement juridique. J'ai une licence en droit et ensuite j'ai fait un master 1 et master 2 en alternance en droit du financement et des investissements immobiliers. Donc, c'est un master qui était juridico-financier, qui nous permettait justement d'acquérir des connaissances juridiques sur l'investissement immobilier, que ce soit en direct, via une société, que ce soit à titre privé ou dans le cadre d'une société qui investissait, par exemple BNP ou Société Générale qui achète des locaux, etc. Et également, plutôt sur l'aspect financier cette fois-ci, de l'expertise immobilière, de l'analyse de cash flow pour voir comment aujourd'hui un investissement immobilier peut être autant rentable, mais aussi conforme à la loi. Donc, dans le cadre de ce Master 1, Master 2, j'ai fait une alternance. Avec un courtier en immobilier, où j'ai appris justement le financement des investissements immobiliers pour les particuliers ou les sociétés, que ce soit du coup en France, que ce soit à titre privé, dans le cadre d'une SCI, dans une cadre d'une SARL familiale, etc. C'est un petit peu ça le parcours scolaire que j'ai eu et les expériences avant de pouvoir ensuite me lancer dans la gestion de patrimoine. D'accord. Et de toutes vos expériences jusqu'à aujourd'hui, est-ce que il me semble que vous avez travaillé justement dans un cabinet en tant qu'indépendante et en tant que CGP, du coup en agence Société Générale. Quelle a été l'expérience en fait qui vous a plus marqué ou qui vous a plus appris quelque chose ou qui vous a plus stimulé, on va dire, dans votre carrière? Dans ma carrière, en fait, à l'issue de mes études et de cette alternance, avec ce courtier, on m'a proposé un poste de conseillère en gestion de patrimoine indépendante dans le cadre d'un cabinet. Et donc, dans ce cabinet, l'expérience en fait qui est finalement la plus enrichissante, ça a été de pouvoir apprendre de continuer d'accompagner les clients sur de l'investissement, notamment des fiscalisations type loi Pinel, LMNP, Malraux, etc. On faisait également des placements financiers.
Mais il y avait aussi tout l'aspect finalement que j'ai découvert finalement sur le tas, à savoir celle de la recherche de clientèle et de pouvoir du coup animer un réseau. En effet, lorsque du coup vous arrivez dans un cabinet, donc vous êtes indépendant, vous avez le support donc d'un cabinet qui vous accompagne, donc qui met à votre disposition des bureaux, des locaux, une imprimante, pour pouvoir justement préparer les rendez-vous, etc. Accueillir les rendez-vous si vous ne déplacez pas chez les clients. Et donc, du coup, après, c'est à vous de pouvoir aller chercher la clientèle au-delà de celle qu'il y a déjà dans le cabinet. Et donc, de développement finalement commercial. Donc, c'est vraiment ça que j'ai appris en plus sur le terrain quand on est indépendant. C'est la recherche de clients, le développement du portefeuille, toujours pour pouvoir accompagner les clients sur leur patrimoine. D'accord. Et comment dire, est-ce que vous avez toujours voulu faire de la gestion de patrimoine ou ça a été plus une occasion, on va dire, à la suite de vos études? Enfin, est-ce que ça a toujours été votre objectif de base? Alors, ça n'a pas forcément été mon objectif de base. Moi, l'idée, c'était de pouvoir travailler sur l'investissement immobilier parce que c'est quelque chose qui me plaît. Et voilà, dans le cadre aussi de ma famille, mon père a par le passé fait des investissements immobiliers, etc. Donc, disons que ça a été plus dans ce sens-là où je me suis dit, tiens, super, c'est génial, il a la retraite, il a en plus des loyers qui tombent, etc. Et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de se lancer dans la gestion de patrimoine. Et donc, c'est là où j'ai vraiment découvert plus sur le que parce que ça a été plus vraiment axé sur le crédit immobilier de manière générale. D'accord. Donc, Ok. c'était surtout l'opportunité à la fin de mes études. D'accord. Merci beaucoup. Si on a pu vous avoir, vous, en tant qu'intervenante aujourd'hui, c'est surtout parce que votre profil nous intéresse, parce que vous avez vu plusieurs facettes, en fait, du métier de la gestion de patrimoine, que ce soit, du coup, en cabinet où il y a plus de liberté, apparemment, d'après ce que vous nous dites, c'est plus large, et sinon, en banque. Et je vais laisser Thibaut ensuite animer la suite de la discussion pour qu'on puisse directement parler en fait des facettes que vous avez pu voir en fait dans ce métier-là. Thibaut. Alors, merci Aymeric et merci Madame Ajaji d'être présente. Du coup, moi, la question par laquelle je vais commencer, c'est une question que beaucoup de personnes se posent, que ce soit des personnes qui ne connaissent rien en gestion de patrimoine ou des personnes qui sont en formation en gestion de patrimoine. C'est qu'est-ce qu'un conseil de gestion de patrimoine selon vous, d'un point de vue de vos études, tout d'abord, lorsque vous étiez en études, et après, ce sera du point de vue de maintenant, actuellement. Du professionnel. Oui, alors c'est vrai que du coup, dans le cadre de mes études, c'était surtout voilà, de pouvoir accompagner les clients plus sur un domaine assez particulier du crédit et de l'investissement immobilier. Donc, c'est vrai que quand on est à l'école, on se dit, bon, je vais faire que ça et rien d'autre parce que j'apprécie, parce que c'est quelque chose qui me parle, je comprends les contrats qui sont liés, etc. On a la théorie sur le sujet. Et puis, en fait, quand on arrive sur le plan, cette fois-ci, plutôt professionnel, eh bien, on va apprendre petit à petit d'autres choses en fait, qui sont tout aussi nécessaires pour appréhender ou en tout cas étudier à l'école. Et donc, ça va être, par exemple, moi en tant que CGPI, quand j'ai commencé à travailler, le fait de prendre son téléphone, de faire de la prospection, de créer un réseau avec des courtiers, avec des notaires pour pouvoir avoir des nouveaux clients, de pouvoir aussi, quand on est face à un client, lui dire s'il est satisfait de notre travail et s'il est, de pouvoir nous recommander à d'autres clients, d'autres personnes qu'il connaît, qui pourraient être plus tard notre clientèle, pour qu'on puisse par la suite les accompagner sur leur investissement, sur leur placement financier, sur leur prévoyance et donc les protéger en cas de décès, leur parler de transmission, d'organisation aussi de donation de leurs vivants, parler de leur régime matrimonial aussi, quand on a face à nous par exemple un couple qui est ensemble depuis très longtemps mais qui ne se sont jamais mariés. Et les sensibiliser justement sur ces questions de transmission et que l'un et l'autre malheureusement n'héritera pas alors qu'il a passé sa vie avec elle. Donc voilà, il y a différentes thématiques
qu'on apprend finalement au fur et à mesure du temps et sur le terrain. D'accord. Alors, je suis désolé, parfois j'ai des petites coupures, je pense que c'est la connexion qui veut ça. Et du coup, pour vous, les grosses différences que vous voyez entre les attentes quand vous étiez en études et la réalité aujourd'hui? L'attente aujourd'hui, c'est que quand on fait nos études, voilà, c'est de pouvoir se dire je vais rester dans ce domaine et rien d'autre. Finalement, parce qu'on se dit, bon, bah, voilà, je vais arriver sur le terrain, je vais pouvoir mettre en place telle théorie en pratique. Et puis finalement, le terrain va également bah, du coup, pas déformer, mais en tout cas, il va falloir sur la technique à apprendre pour pouvoir en plus, en parallèle, mettre en place son accompagnement pour les clients. D'accord. Et selon vous, les compétences qui sont attendues en tant que CGP, quelles sont-elles? Aujourd'hui, pour moi, les compétences, il faut qu'elles soient forcément donc des compétences techniques. Hein. Il faut connaître son métier, il faut savoir de quoi on parle, il faut qu'on connaisse la fiscalité liée à l'assurance vie, à la succession, à la transmission, les donations, la nue propriété, l'usufruitier, etc. Donc toutes ces notions, elles sont obligatoires et il faut c'est ce qui fait aussi notre cœur de métier et notre spécialisation. Mais il y a également tout le relationnel qui est très important parce qu'il faut que le client, quand il vous rencontre et qu'il vous parle, déjà, il faut qu'il vous écoute et qu'il se dise, bon, bah, très bien, la personne que j'ai en face de moi, il sait très bien de quoi il parle, il connaît son sujet. Et puis, il y a tout l'aspect aussi relationnel où le client il se dit, bon, bah, tiens, ce sera lui mon CGPI, c'est avec lui que j'ai envie de travailler. Demain, je reçois de l'argent, c'est avec lui que je veux placer. Demain, j'ai une question ou une personne me pose des questions, c'est vers lui que je vais transférer les questions. D'accord. Donc, il y a tout l'aspect voilà, technique, mais aussi relationnel qui est très, très important. Il faut que le client vous fasse confiance. D'accord. Et est-ce qu'il est nécessaire de maîtriser la partie privée et professionnelle pour être un bon conseiller en gestion de patrimoine? Privé, professionnel, oui, bien sûr, tout à fait. Parce que aujourd'hui, il n'y a pas que des clients qui sont salariés ou qui sont cadres dans une entreprise. Vous avez les professions libérales, des médecins, des avocats qui ont des attentes qui sont différentes, qui peuvent agir autant sur leur société avec différentes lois, différentes charges qu'ils peuvent avoir pour réduire leur fiscalité. Demain, s'ils veulent transmettre leur société, il y a des lois qui permettent justement de pouvoir réduire la fiscalité, l'optimiser en tout cas au mieux. Donc oui, pour moi, l'aspect professionnel, c'est un aspect très important, tout aussi important par exemple que les régimes matrimoniaux. D'accord. C'est une bonne chose à savoir. Du coup, là, je vais vous poser des questions sur, surtout quand vous étiez en cabinet. Alors tout d'abord, pourquoi avoir choisi de travailler dans un cabinet au départ? Qu'est-ce qui vous avait attiré? Une rencontre. Honnêtement, je finissais mes études, j'avais fait mon alternance sur le crédit immobilier, je voulais voir d'autres aspects de la gestion de patrimoine. Et j'ai vu une offre sur Internet, j'ai postulé. Donc c'était vraiment l'opportunité. Et puis voilà, une rencontre avec un cabinet qui est soutenu par un groupe, TCIS, qui est un distributeur aujourd'hui autant de solutions d'investissement immobilier que de placement. Et donc, ça a été l'opportunité. Et je me suis dit, bon, bah, j'y vais, je me lance, je vais apprendre beaucoup de choses. Et j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur le terrain. D'accord, je vous remercie. Et quelles sont les tâches du CGP en cabinet? Et est-ce qu'il y a vraiment une différence avec la banque traditionnelle? Oui, il y a vraiment une différence parce que lorsque vous êtes en cabinet, finalement, c'est un petit peu vous qui orientez ce que vous voulez faire. Si vous êtes vous allez jouer à plus souvent vous aimez plutôt l'aspect financier, les placements, je sais pas, mettre sous gestion des capitaux, les actions, le marché des obligations, etc. Et bien naturellement, quand vous allez rencontrer un client, vous allez plus lui parler de ce sur quoi vous êtes compétent.
Et donc, du coup, c'est ça qui est plutôt intéressant quand on est dans un cabinet, c'est qu'au final, vous faites de la gestion de patrimoine, vous avez des connaissances sur tout, mais voilà, vous avez aussi la possibilité de pouvoir vous orienter vers, voilà, je suis plus spécialisée sur tel point ou sur tel point. Alors que quand vous êtes en banque, donc là en l'occurrence moi la Société Générale, vous avez la relation bancaire complète, donc du petit problème de carte bleue à l'investissement sur un contrat d'assurance vie, une gestion sous mandat, la mise en relation avec un gérant, etc. Mais vous allez faire tout. Voilà, donc si par exemple vous n'aimez pas trop les prêts immobiliers, ben, vous allez en faire quand même parce que ben, votre client il va en avoir besoin. Vous n'aimez pas trop, je ne sais pas, des assurances d'essai, la prévoyance, etc. par exemple, parce que c'est quelque chose qui ne vous parle pas trop, ben, vous allez le faire quand même parce que vous êtes amené à le faire avec votre client. Donc disons que quand vous êtes en cabinet, vous avez la liberté de pouvoir vous orienter et vous spécialiser sur les domaines qui vous plaît le plus. Et en banque, vous allez plus D'accord, avoir une compétence universelle. d'accord. Et du coup, là, je vais vous poser une question qui est assez particulière parce que ici, enfin, dans la conversation où nous sommes, on est beaucoup en banque, dans des banques plus ou moins commerciales par rapport à d'autres. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est comment étaient gérés les objectifs. Est-ce que vous aviez une totale liberté ou alors est-ce qu'il y avait une répartition en plus dans votre rémunération en fonction des objectifs? En cabinet ou en banque? En cabinet, toujours. Ah, pardon. En cabinet. Alors, en cabinet, donc la rémunération, donc elle se fait. Alors, pour être totalement transparente, j'étais dans un cabinet où au début, donc on avait un pourcentage en fait, par exemple, si c'était une vente immobilière, on avait un pourcentage sur la vente. Si c'était un placement financier, on avait une partie donc des versements des droits d'entrée. Par le client. Et puis, donc ça, c'était dans un premier temps. Et les paiements aussi d'encours sur contrat d'assurance vie. Bah, du coup, le client, c'est contrat et chaque fin d'année, du coup, l'assureur nous reverse une commission. Et après, par la suite, le cabinet, en l'occurrence, et aujourd'hui, de plus en plus de cabinets le font, ils prennent en plus de ça des honoraires pour pouvoir accompagner en fait, le client tout au long de la relation. Par exemple, l'investissement Pinel, vous allez accompagner votre client pendant les 6 ans, les 9 ans ou les 12 ans avec ses déclarations d'impôts, etc. Donc, tout ça, c'est un coût. Et donc, aujourd'hui, de plus en plus de cabinets prennent des honoraires. Et après, au niveau des objectifs, c'était différent. Parce qu'en fait, en cabinet, il faut savoir qu'on passe beaucoup de temps pour faire de la prospection, pour avoir de nouveaux clients. On fait travailler les clients que l'on a aussi. Ça prend plus de temps. On fait des investissements locatifs, notamment le temps d'entrée, etc. Donc, du coup, les objectifs étaient différents dans le sens où on n'avait pas, par exemple, écoute, en Pinel, tu dois faire tant, en placement, tu dois faire tant. C'est plus, sur une vie avec le cabinet, et bien plus on faisait de ventes et plus on avait un pourcentage plus important. Les compteurs n'étaient pas forcément remis à zéro chaque année. Je ne sais pas si je suis claire. D'accord, d'accord, d'accord. Très clair. Et du coup, Bon, quels étaient les services proposés par votre ancien cabinet? alors, on proposait donc de l'investissement locatif pour les clients, type Pinel, LMNP, monuments historiques. On proposait aussi des placements donc, en assurance vie. Donc notamment sur Avenir et également au BNP avec Cardiff. On proposait aussi une gestion donc, de fonds par Rothschild aussi. Et puis les PERP à l'époque, donc les plans épargne retraite, et de la LODEOM aussi, de l'investissement en outre-mer, qui permet donc de réduire sa fiscalité de façon assez importante. D'accord. Et dans cet univers que vous venez de nous expliquer, est-ce qu'il y en avait un qui vous plaisait le plus?
Moi, j'ai plus une préférence pour les placements, donc comment dire, sur l'immobilier, pardon, et un petit peu sur l'assurance vie quand j'étais en cabinet. Et puis aussi parce que c'est ce qui nous rapporte le plus, qu'à un moment donné, il faut aussi manger. Donc, c'est important aussi d'avoir un métier qui vous permet aussi de vivre, hein. C'est très important. Donc oui, c'était plus l'immobilier quand j'étais en cabinet. D'accord. Donc là, j'ai une autre question pour vous, c'est comment on rentre chez un indépendant ou comment on devient un indépendant? Donc, lorsque vous êtes indépendant, il y a deux choses. Donc, soit vous signez une clientèle et avoir développé et la clientèle du cabinet et avoir une nouvelle clientèle. Donc, vous signez un mandat et pas un contrat de travail. Ensuite, généralement, un mandat d'agent commercial, parce que vous êtes payé sur la vente de produits et services. Donc, il faut que vous ayez les habilitations nécessaires. Après, pour que vous puissiez faire du crédit immobilier, il faut être aussi ORIAS. Si vous voulez vendre aussi des contrats d'assurance vie, il faut être CIF, donc aussi un investissement financier. Donc, il y a des éléments qu'il faut passer pour que vous puissiez être ces métiers-là. Et à côté de ça, vous avez aussi les formations qui sont obligatoires. Je pense qu'on est en train de perdre Madame Achaji. On a une très mauvaise connexion. Donc, c'est il me semble 14 heures par an, donc avec les formations en fait DDA. Donc vous finissez, voilà, je vous disais donc un mandat. Mince. Vous m'entendez? On vous entend très mal, Madame Achaji. Difficilement. Moi, je On vois très entend un bien. mot Je sur m'entends très bien. deux. Et surtout, cette question-là, on n'a vraiment pas compris grand-chose. Je vous Voilà. Est-ce que ça vous ennuie de réexpliquer? Parce que c'est vraiment très intéressant, je pense, ces aspects-là pour nos jeunes. Et effectivement, ça a été très entrecoupé, si ça ne vous dérange pas de reprendre. Ah, on a un petit souci. On l'a perdu. D'accord. Oh, merde. Il n'y a pas de souci. Vous m'entendez encore plus du tout? Vous m'entendez? Ah voilà, c'est revenu. On vous réentend. C'est bon. Oui. Pardon. Merci, madame. Oui. Parce que moi, je vous entends très bien et je vous vois tous. Du coup, ouais. Donc, ce que je vous disais, on signe un contrat de mandat. Où on représente la clientèle qui a amené aussi de nouvelles clientèles. Et aussi, du coup, pour que vous puissiez exercer votre métier, en l'occurrence, moi, c'était sous le statut d'agent commercial parce qu'on vend des produits et des services. D'accord ? Et à côté de ça, du coup, il y a également des habilitations qu'il faut avoir, qui sont obligatoires. Si vous voulez financer vous-même vos clients à l'assurance vie ou des placements, il faut être conseiller en investissement financier. Donc, ce sont en fait des agréments qu'il faut passer pour que vous puissiez exercer ces activités quand vous êtes indépendant. D'accord. Une petite question, c'est du coup les agréments que vous nous expliquiez, est-ce que ce sont ceux que vous avez dû passer du fait que vous aviez été aussi indépendante? Oui. Des choses. Alors, l'ORIAS, non, parce que c'est le cabinet qui faisait financer mes dossiers. Alors, et être rémunéré sur les encours et sur les droits d'entrée, pouvoir justifier d'une habilitation. D'accord.
Et du coup, selon vous, quels sont les bagages nécessaires pour se lancer en tant qu'indépendant? Le bagage nécessaire aujourd'hui, c'est votre cursus scolaire et donc vos connaissances en matière de gestion de patrimoine. Et puis également, du coup, la motivation parce que du coup, il va falloir aussi développer un portefeuille et donc créer donc ce relationnel qui est important. Donc, je reviens un peu dessus parce que c'est vrai que c'est très important quand on est indépendant parce qu'on n'a pas de marque. Aujourd'hui, quand vous allez dans une banque, vous savez que c'est la Société Générale, que c'est BNP, pignon sur rue, donc les clients font naturellement confiance. Demain, on entend parler d'un cabinet qui existe depuis peut-être 5 ans ou 10 ans, on a peut-être moins confiance pour lui confier notre patrimoine, notre argent qu'on a épargné pendant tout ce temps, etc. Donc, c'est aussi voilà, beaucoup de courage. D'accord. Et du coup, toujours selon vous, comment on peut bien choisir son cabinet? Il y a beaucoup de cabinets. Et vous en avez beaucoup aussi qui vous disent nous sommes un cabinet, mais en fait, en réalité, c'est juste des cabinets qui vont juste vendre des produits sans forcément derrière qu'il y ait une montée en compétences pour les conseillers en gestion de patrimoine. Parce que quand vous êtes dans votre métier, que vous vous déplacez chez le client, etc., il y a toujours cette veille du coup juridique et ces connaissances qu'il faut toujours avoir parce qu'il y a toujours de la nouveauté qui sont importantes. Et aussi, donc, il faut choisir aujourd'hui un cabinet où vous avez un appui juridique par un ingénieur patrimonial, par exemple, avec un service de conformité pour que comme ça, demain, s'il y a une nouveauté au niveau des formations, au niveau des lois, que vous le sachiez, parce que vous serez également concentré, vous, de votre côté, sur d'autres thématiques qui vont prendre quand même beaucoup de votre temps. Donc, c'est d'avoir un cabinet où vous savez que vous avez de la formation et un accompagnement juridique, à mon sens. D'accord. Et vous, dans votre ancien cabinet, quelles étaient ces spécificités, justement? Nous, en fait, ce cabinet, donc, il était rattaché en fait au groupe TZIS et c'est lui justement qui nous apportait ces formations. On avait une formation notamment avec Juris Campus sur les thématiques, voilà, quand il y avait des nouveautés, sur le contrat d'assurance vie, notamment. On a vu sous Macron, il y a eu un changement de la fiscalité, etc., la création du PER, donc tous ces points-là, la loi Pacte aussi qui a pas mal impacté le monde de la gestion de patrimoine. Donc du coup, voilà, d'avoir toujours cet appui pour pouvoir comprendre et vite assimiler en fait les nouveautés que d'aller prendre le texte de loi et de le lire tout seul. D'accord. Tout à l'heure, vous nous expliquiez que vous étiez tombée en tant qu'indépendante sous une annonce et vous aviez été prise. Mais pourquoi avoir choisi particulièrement cette entreprise en tant qu'indépendante? Ça a été, je pense, l'entretien où j'ai eu un bon feeling avec le directeur du cabinet et où je me suis sentie, voilà, parce que c'est un petit cabinet à taille humaine. On était 10 personnes, donc il y a eu ce lien assez rapidement où je me suis dit, tiens, j'aimerais bien évoluer et travailler en tout cas en collaboration du coup avec le cabinet. Donc ça a été vraiment une question pour moi plus de feeling qu'autre chose. D'accord. Bon, il y avait C'est tout une le bonne support chose. aussi, qui est important. Il y a le support aussi qui était important, mais oui, ça a été aussi, voilà, c'est un peu quand on passe un entretien, on se sent bien avec les personnes avec lesquelles on a échangé, on se dit, allez, on y va. D'accord. C'est une bonne chose de nous expliquer ça. Hein. Je pense que pour beaucoup, c'est quelque chose qu'on va retenir. Et C'est du coup, important.
Oui, c'est très important, exactement. J'ai une autre question pour vous, c'est, selon vous, comment on fait pour reconnaître un bon cabinet, que ça soit, pour se former et pour travailler? Qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est que beh, Ah, déjà alors, que on vous vous entend plus du tout. vous y sentez bien et du coup, bon, comme ça pardon, ça recoupe. Oui, Vous m'entendez là? ça coupe et ça vous fait faire du beatbox. Un bon cabinet, aujourd'hui, vous en avez pas mal, hein, en regardant un petit peu sur internet les différents, heu avis en fait que vous pouvez avoir autant des clients qui ont un avis positif, dire qu'il est bien accompagné, qu'il est satisfait. Et c'est aussi un gage pour vous de vous dire demain quand vous êtes indépendant, eh bien avec la procédure, en tout cas les process de ce cabinet, la plupart des clients sont satisfaits. Et donc derrière, moi, je peux également travailler et transformer. C'est aussi assez personnel de se dire bon, bah, super, j'ai bien conseillé mon client, il est content, on a fait un bel investissement, il a une plus-value. C'est aussi pour nous quelque chose d'important de se dire bon, bah, j'ai contribué à quelque chose qui lui fait plaisir. D'accord, OK. Bah, déjà, merci pour toutes, ces questions au niveau, de la partie en cabinet en gestion de patrimoine. Maintenant, si vous voulez bien, on va passer à la partie, patrimoniale, mais en banque. Et Bien donc sûr. ma première question, ce sera, quelles sont les tâches, du CGP en banque, justement? Est-ce qu'elles sont vraiment différentes ou pas? Ah ouais. Elles sont différentes dans la mesure où bah, vous accompagnez votre client. En fait, après, ça dépend des banques, hein, mais en tout cas, la Société Générale, voilà, que ce soit du problème sur la carte bleue, sur les marchés, pourquoi faire ci, pourquoi faire ça. Ah, alors désolé, ça coupe à nouveau. On va peut-être vous retrouver dans quelques instants. On peut pas mettre de page de pub pour vous attendre On malheureusement, investirait mais plus sur tel marché ou tel marché. Mais et aussi en banque, c'est fou ça quand même, c'est fou. On est un c'est ça, on vous a parce que retrouvé, je là, crois. Annie C'est pensait que bon. j'allais avoir plus de réseau, mais en fait, j'en ai pas beaucoup. Ah bon, super. Oui, alors du coup, ce que je disais, c'est qu'en banque, vous accompagnez votre client sur tous Ah les bah, on aspects vous a de sa reperdu. vie. Donc C'est bon. voilà, si demain, c'est ça que je me suis dit, vous m'avez tous perdu. Le réseau n'a pas l'air d'être en notre faveur aujourd'hui. Vous m'entendez? Non, tout à pas. Alors, en Alors, tout cas, on vous voit. Et là, vous m'entendez Alors, on vous entend, mieux? difficilement. on vous entend très très mal, Madame Ajagi, c'est vraiment coupé. C'est la connexion à Nice. Hein, Madame Ajagi est en duplex. Bon. On va essayer comme ça. Peut-être que du coup, si nous, on coupait nos caméras, ce serait peut-être plus simple pour vous. Vous aurez votre application vous demanderait moins d'internet. Ah, alors peut-être le Donc Christine et oui, alors en Juliette, c'est banque, vrai que c'est coupé, oui. en réalité, est-ce que vous m'entendez mieux? Ah Ah, voilà. bah, et ça marche un peu mieux. J'ai parlé trop vite. Bah, si vous m'entendez mieux. Non, là, on C'est vous entend compliqué. pas. Un peu mieux. Limite, essayez de couper votre caméra. C'est pas très grave si on vous voit pas, mais au moins qu'on puisse Non, pas échanger forcément. oralement.
parce que ouais, là, on vous entend une fois toutes les 20-30 secondes. Parce que moi, je vous entends très bien et je vous vois tous. Alors, peut-être, oui, essayez de couper votre caméra, peut-être. Alors, au début, ça fonctionnait très, très bien. Vous nous entendez? Je pense que nous l'avons perdu. Ce sont les aléas du direct. Et du coup, c'est le moment pour une page de pub. Et c'est le moment de faire un petit débrief. Je vais peut-être... alors, je pense qu'elle a dû se déconnecter pour se reconnecter. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ça marchait très, très bien au départ. Alors, Maëlys, est-ce que tu peux éteindre ta caméra, s'il te plaît? Alors, est-ce que vous nous entendez? Bon, moi, je suis revenue. Oui, vous nous Je ne sais pas entendez si mieux? vous m'entendez, vous me voyez. Ah oui, c'est Ah, là, ça marche très, Non, très bien. en fait, moi, je vous entends très bien. Alors, je redonne la parole à Thibaut. Merci. Du coup, je suis désolé, mais je vais vous reposer la même question parce que du coup, on ne l'a pas entendu du tout. Non, pas de souci. Quelles sont les principales tâches du CGP en agence, du coup? Alors, du coup, là, en banque, en réalité, donc le CGP, en tout cas la Société Générale, il s'occupe de la vie du client de A à Z. C'est son principal interlocuteur. Et il l'accompagne de problématiques, par exemple des problèmes de carte bleue. Madame Ajagi, vous avez coupé votre micro. D'accord. Vous m'avez en tout cas entendu, du coup. Voilà, c'est bon. Du tout. Désolé. Je vais y arriver. Du coup, voilà, donc on accompagne le client, on est sa porte d'entrée, en fait, son seul et unique interlocuteur sur toutes les thématiques, que ce soit l'ouverture de compte pour ses enfants, son problème de carte bleue, demain, il reçoit une donation, il faut placer. Il faut faire une proposition et également sa prévoyance et aussi son assurance parce qu'aujourd'hui on est banque et assurance donc on va l'assurer aussi sur les garanties de la vie, sur les ans de la sur son habitation, son auto, etc. Aujourd'hui, on a une compétence assez universelle, mais du coup, en effet, quand on part en revanche, on est en banque, l'aspect donc investissement locatif, ce ne sera pas vous qui le ferez directement parce qu'on est obligé, quand on est une banque, de passer par une filiale qui est agrémentée, donc en fait agence immobilière, pour qu'elle puisse, elle, faire ce type d'investissement. Donc vous serez en appui, mais ce ne serait pas vous qui va lui dire, bon, voilà, je vous propose d'investir n'importe quoi à tout en première couronne, etc. Ça, ce ne sera pas votre travail. C'est quelque chose que vous n'avez pas banque. Mais vous allez parler avec lui des différents marchés européens cœur de métier. Donc, du coup, c'est tout de suite orienté sur les placements plutôt financiers. D'accord. Et du coup, votre banque, elle vous demande de mettre en avant quel type de service ou de produit en particulier? Alors, on n'a pas de produits ou services en fait en particulier sur lesquels on est plus objectivé que d'autres. En fait, ça va être surtout aujourd'hui, à la Société Générale, vous allez être objectivé sur l'aspect épargne.
du client. Donc, on va avoir de la collecte à faire, on va avoir de la collecte brute, de la collecte en unité de compte, de la mise en place de gestion, donc un alliage ou une gestion sous mandat. Et en fait, on est objectivé sur toutes les thématiques qui sont en lien avec la vie du client. Mais c'est vrai que les objectifs, en revanche, ils vont être plus ou moins différents selon que si vous êtes un conseiller plutôt étudiant, jeune, on va être sur d'autres thématiques. Et quand on va être conseiller en gestion de patrimoine, on va surtout s'attendre sur l'aspect épargne, collecte, gestion sous mandat, unité de compte, diversification. Donc ça va être les choses sur lesquelles on va plus vous attendre mais vous êtes objectivé sur toutes les thématiques bancaires et d'assurance. D'accord. Et du coup, je vais vous poser aussi la question de quel est l'avantage d'être en banque et quel est l'inconvénient? Ce sera surtout au niveau de la clientèle, des produits. Être en banque, l'avantage, voilà, c'est que quand vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, vous avez une clientèle qui est plutôt tout de suite assez aisée. En l'occurrence, aujourd'hui, quand vous êtes conseiller en gestion de patrimoine à la Société Générale, c'est des clients qui vont avoir 150 000 € d'avoir chez nous, ou alors qui vont avoir des flux financiers importants à partir de 8 000 € en Île-de-France. Donc du coup, ça va être une clientèle qui aujourd'hui, avec laquelle on peut mettre en place des solutions. Donc on est quand même sur une clientèle quand même de qualité pour un conseiller en gestion de patrimoine. Après, l'inconvénient, évidemment, après ça, chacun comment le conçoit. Mais pour ma part, voilà, on se retrouve en fait facilement pris par la banque au quotidien. Toutes les demandes, voilà, classiques d'un client, voilà, carte bleue, chéquier, ouverture de compte, etc., qui sont en fait des super moyens de rebonds commerciaux, mais pour un conseiller en gestion de patrimoine, prennent beaucoup de temps. D'accord. Eh bien, je vous remercie pour ces réponses pour le cabinet de gestion de patrimoine et ainsi que les gestions de patrimoine en banque. Et je vais passer du coup la main directement à mon collègue Aymeric, qui lui vous parlera plus de tout ce qui va être spécificité et termes de clientèle en cabinet. Merci encore. Super. Merci Thibaut. Justement, ça tombe bien, vous venez de parler de clientèle, enfin des profils clients que vous voyez en banque. Et nous posions une question en fait avec notre groupe, c'est est-ce que justement vous avez le même type de profil client que vous rencontrez en fait en cabinet? Ou est-ce que justement la clientèle a tendance à être plus, moins aisée, etc., etc. Alors, vous allez en cabinet, en fait, vous allez avoir de tout. En réalité, et c'est vrai, vous allez voir tout type de clientèle. En banque, ils ont la possibilité. Il y a des millions de clients, donc on peut les classer avec client patrimonial, client non patrimonial, etc. En cabinet, les choses évoluent c'est-à-dire que le CRM, donc qui va servir de base pour la clientèle, il va évoluer que si on est en contact avec le client. Alors qu'en banque, si le client il reçoit de l'argent, il va le recevoir chez nous et on verra si le client a changé de tranche ou pas. Donc en cabinet, vous allez rencontrer tout type de clientèle. Donc vraiment, ça peut partir du cadre moyen aux dirigeants d'entreprise, etc. Donc ça, c'est vrai qu'en cabinet, la clientèle est très, très diversifiée et pour le coup, c'est très intéressant. D'accord, donc vous le mettriez plus comme un avantage au final plutôt qu'un inconvénient. Oui, tout à fait. C'est un avantage. Donc, on a une clientèle qui est beaucoup plus diversifiée. Après, vous avez les cabinets de gestion de patrimoine et vous avez les family office. Et là, on est sur aussi autre chose avec une clientèle qui est encore plus fortunée. D'accord. Justement, quelles étaient en fait les demandes les plus récurrentes en fait au niveau de votre clientèle? Si ça concernait plus de l'immobilier, de l'assurance vie, de la prévoyance, pourquoi en fait on venait de vous voir vous? Parce que généralement, le banquier n'a pas le temps de s'occuper du client. Donc ça, c'est un argument qu'on utilise beaucoup quand on est
quand on est en cabinet. Et c'est-à-dire qu'on est spécialisé, on a le temps de se consacrer et de se former à la gestion de patrimoine, qui est un métier spécifique et d'expert. Et donc, du coup, c'est vrai qu'en cabinet, ce sont les arguments aujourd'hui qu'on met en place pour que le client se sente aussi valorisé. D'accord. Et vous qui avez travaillé en cabinet, est-ce qu'aujourd'hui, justement, en banque, vous arrivez à valoriser le client et leur accorder du temps? Ou est-ce que c'est vraiment vos objectifs quotidiens qui vous empêchent en fait de faire ça? Alors, en banque, on essaye avec différents moyens de faire évoluer la banque pour qu'elle se rapproche un petit peu plus d'un cabinet au niveau du travail, mais c'est pas encore atteint. Et malheureusement, c'est encore compliqué et c'est loin de l'être. D'accord. Et en cabinet à l'époque, à votre ancien poste, en fait, quels étaient les produits et les conseils qui étaient les plus demandés par la clientèle? En fait, de quoi étaient le plus friands en fait les clients qui venaient vous voir? L'investissement immobilier, c'est D'accord. assez surprenant. Les clients recherchaient beaucoup l'investissement parce que l'investissement immobilier, en fait, ça leur parle. On achète par exemple un appartement ou des parts de SCPI par exemple, mais on sait que l'appartement il se situe dans telle ville, dans telle rue, je peux le visiter, c'est palpable. Voyez, ou quand vous achetez même des parts de SCPI, vous dites tiens, dans ma SCPI il y a la tour des deux à la Défense, donc ça parle aux gens. Alors que quand vous allez faire des placements financiers, les gens sont tout de suite un peu craintifs de la bourse parce que voilà, ça peut vite évoluer, on peut tout perdre, etc. Donc maintenant, ça change un petit peu plus. Je vous avoue que depuis le Covid, après, je vois ça plutôt en banque, les gens ont de plus en plus envie d'investir sur les marchés financiers. Après, c'est une tendance que je constate. Et pour vous, c'était dû à quoi? De la méconnaissance des marchés financiers et le changement aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce Mais qui est la raison? C'est l'éducation financière qui est plus évoluée? oui, tout à fait. En fait, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a de plus en plus de communication sur les marchés financiers. C'est de plus en plus transparent aussi, parce que la loi nous oblige aujourd'hui de plus en plus à la conformité et à indiquer de plus en plus les informations sur les différents fonds d'investissement, etc. Et je pense que voilà, c'est surtout une certaine méconnaissance des marchés financiers qui font que les clients ils vont un petit peu moins, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui évolue de plus en plus et les gens comprennent de plus en plus déjà qu'est-ce que c'est qu'une action ou une obligation. Aujourd'hui, les gens, en tout cas, arrivent à faire de plus en plus de différence. D'accord, très bien. Ou sinon une, question qui est encore liée à la demande client. Vous, quand vous travaillez en cabinet, quel type de relation est-ce que vous prôniez? Quel type de relation vous préféreriez créer? C'est-à-dire soit du one shot, donc une vente sur le court terme, ou est-ce que vous visiez comme en banque en fait, une vision sur le long terme, qui permettait d'accompagner le client? L'idée, c'est du long terme, évidemment, parce qu'aujourd'hui, dans la vie d'un client, on n'est pas, on n'est pas non plus des agents immobiliers où on va intervenir quand le client veut acheter ou quand il veut vendre. On va, pour certains, quand on les rencontre la première fois, pour eux, acheter un appartement, le mettre en location, c'est pas du tout quelque chose auquel ils se disaient je vais pouvoir le faire ou pensaient qu'ils n'avaient pas du tout les capacités de le faire. Donc l'idée, voilà, en cabinet, bien au contraire, c'est de pouvoir créer justement une relation à long terme avec le client parce que une fois que vous avez fait un premier investissement, 10 ans plus tard, le client il a plus de revenus, donc vous pouvez refaire encore une opération. Vous pouvez également, demain, il change de travail, il a une prime, etc., qu'on peut placer, etc. Donc, bien évidemment, sur un cabinet, on cherchera toujours de faire du long terme. C'est vrai que par le passé, quand je vous dis par le passé, il y a longtemps, j'étais encore très c'est vrai que à l'époque, quand c'était des lois de type d'Eurobien, Cellier, etc., l'idée c'était de faire du one shot parce que voilà, on gagne de l'argent et après on n'a plus de nouvelles du cabinet ou du client. Mais aujourd'hui, non, la vision elle est surtout sur du long terme.
Mais vous, du coup, à l'époque, comme vous faisiez de l'immobilier et que on était plus dans dans le cellier, etc., du coup, vous faisiez quand même une bonne partie de one-shot. Alors moi, je faisais du Pinel, du coup, c'était un peu Pinel, après. ok, d'accord. Mais Oui, pour moi. il y avait one shot en effet parce que on gagne de l'argent sur de l'immobilier, mais on garde toujours avec le lien avec le client parce que on va l'accompagner après tous les ans pour faire sa déclaration d'impôt. D'accord. Donc l'idée, c'est quand même que le client puisse par la suite, voilà, on va faire la première déclaration. Enfin, c'était pas juste on vient, on vous vend l'appartement. En fait, dans le cabinet, en l'occurrence, on rencontrait le client, on faisait l'investissement, on lui proposait une solution. Ensuite, il adhère ou il adhère pas, mais s'il adhère, on cherche le financement, on passe chez le notaire, on l'accompagne sur la livraison de l'appartement. On le met en contact avec des agences immobilières locales qui vont l'accompagner, notamment sur l'investissement. Et ensuite, voilà, tous les ans, l'aider à faire sa déclaration d'impôt. Et c'est le moment qui nous permet aussi de mettre à jour les informations. D'accord. Donc là, c'est avec la clientèle que vous aviez déjà. Et là, je vais vous poser des questions sur l'approche client. Donc l'approche de nouveaux clients. En fait, comment se passait le démarchage? Comment vous arriviez à avoir de nouveaux clients, à toujours continuer à générer du flux? Enfin, voilà, comment vous faisiez? Alors, il y avait la clientèle du cabinet, évidemment, qu'on pouvait exploiter comme on le souhaitait. D'accord. Ensuite, rencontrer les clients, il y avait également du coup de la demande de recommandation. Parce que c'est aussi une très bonne source de clientèle. Parce que généralement, si vous avez fait opération avec un client, il va vous recommander une personne qui est assez similaire à lui. Donc, généralement, vous avez quand même plus de chances de faire des investissements avec lui. Ensuite, il y avait l'achat de rendez-vous. Vous avez des plateformes aujourd'hui qui sont spécialisées dans la vente de rendez-vous pour les CGP, pour les conseillers en gestion de patrimoine. Vous avez également ces mêmes plateformes qui vous donnent des leads qui sont moins chers et en fait, ce sont juste des contacts où c'est une personne qui a enregistré son nom, son prénom, son numéro de téléphone pour avoir des informations sur la loi Pinel. Ça va être du type, par exemple, tax. D'accord. Ensuite, la mise en place aussi de partenariats. Parce que du coup, vous allez soit rencontrer des courtiers qui peuvent, eux, du coup, vous accompagner pour faire financer vos dossiers. Des notaires aussi, parce qu'il faut savoir que la plupart des clients, on les fait investir en province, parce que c'est moins cher et que c'est plus rentable sur du long terme. Donc, du coup, ces clients-là, ils ne peuvent pas toujours se déplacer à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, je ne sais où, pour investir. Donc, on mandate un notaire qui va faire une procuration pour les représenter le jour de la signature. Donc, on est apporteur d'affaires. Donc, on apporte à ce notaire des clients. Et donc, lui, après aussi, demain, s'il a des clients qui lui posent des questions sur, voilà, j'ai de l'argent, je veux placer, etc., ou je veux investir, je ne sais pas comment, eh bien, il leur dit, écoutez, je connais quelqu'un qui peut peut-être vous aider, etc. Et j'étais également membre d'un club en fait du coup protéines qui s'appelait et donc du coup qui nous permettait de rencontrer plusieurs professionnels et dans différents domaines et de pouvoir voilà si l'un connaît un tel, voilà un peu de recommandations. Mais du coup, ça devait représenter une grosse partie de votre ancien. Ça devait être chronophage en fait comme activité. Et est-ce que c'était pas l'activité qui vous prenait le plus de temps, démarcher de la nouvelle clientèle? Oui, c'est ce qui prend le plus de temps. Aujourd'hui, quand on est indépendant, après, voilà, ça dépend comment est le cabinet. Soit le cabinet a déjà beaucoup de clients, comme vous pouvez en avoir certains de gros cabinets de gestion de patrimoine, voilà, et donc du coup, la clientèle arrive assez facilement et rapidement, et donc du coup, ça vous demande peut-être pas forcément beaucoup de travail, mais sinon, oui, en effet, ça demande beaucoup de pouvoir. Parce qu'il faut savoir que en moyenne, on vous dit que vous rencontrez 5 clients pour faire une opération.
D'accord, ok. Oui, donc il y a quand même pas mal de temps qui est passé sur trouver le bon client. Et mis à part trouver le bon client, comment vous choisissiez le bon produit techniquement en tant que cabinet à lui proposer? Parce que en banque, en fait, on a nos propres produits et services qu'on va mettre en avant aux clients. Mais un cabinet, techniquement, il peut proposer une palette beaucoup plus large. Comment vous faisiez la sélection pour le client, par exemple, pour choisir telle ou telle assurance vie ou tel assureur, etc., etc. Comment vous faisiez? Alors, bah, du coup, c'est là aussi le CGPI, généralement, il est toujours rattaché à un distributeur, en fait, à une plus grosse structure. Et c'est elle, D'accord. en fait, qui va négocier avec les partenaires. Et donc, nous, en l'occurrence, c'était la société Théséis, donc, qui est implantée à Toulouse. Et c'est elle, en fait, qui mettait à notre disposition l'ensemble des produits. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, un CGPI, il va forcément, même s'il est indépendant, il sera toujours rattaché à une structure, soit pour les produits, pour pouvoir vendre des produits, soit pour pouvoir avoir de nouvelles clientèles, etc. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous lancez tout seul en tant que CGPI, vous arrivez devant un client. Faut que vous ayez quelque chose aussi à pouvoir lui proposer, quoi. Donc, si vous pensez que le métier de CGPI, il ne sera jamais indépendant tout seul. Ou en tout cas, D'accord. ça prendra beaucoup plus de temps parce qu'il faut qu'il aille voir promoteur par promoteur pour pouvoir proposer des contrats, pour des biens immobiliers, assureur par assureur pour proposer des assurances vie, etc. Donc si c'est possible, hein, mais ça prendra du coup beaucoup plus de temps. D'accord. Du coup, de ce que je comprends, vous exerciez à Paris, votre partenaire était à Toulouse, mais du coup, votre clientèle, vous, sur quelle zone géographique vous la recherchez, sur quelle zone géographique, en fait, vous exerciez votre métier? Est-ce que c'est en Alors moi, France? j'étais sur toute la région Île-de-France. D'accord, Donc, ok, toute la région vraiment, les Île-de-France. clients, ils étaient partout. Parce que, non, ils étaient partout. J'avais pas j'avais ma voiture et je sillonnais la région. D'accord, ok. Et enfin, dernière question concernant la clientèle. Enfin, non, là, c'est pas la clientèle, c'est plus vous. Qu'est-ce que vous tirez en fait de votre passage de passer de CGPI à CGP en banque? Quels sont les plus gros changements? Qu'est-ce qui vous a marqué en fait? Les plus gros changements, en fait, le premier, c'est déjà que je ne voyageais plus trop. J'étais tout le temps au même endroit. Donc du coup, d'avoir le client qui se déplace et pas l'inverse. Donc ça, c'est vrai que ça change beaucoup parce qu'on gagne quand même un temps fou parce que quand on est CGPI, il faut se déplacer, il faut également faire de la prospection, etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Il faut surtout très bien être organisé. Et quand on est en banque, en fait, c'est un seul et même endroit, vous y allez tous les jours et voilà. Et puis, l'aspect financier. L'aspect financier en banque, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment parfaitement maîtriser par la suite. Je m'explique. Quand vous êtes en cabinet, vous allez vendre, par exemple, un contrat d'assurance vie. Généralement, vous allez suivre les préconisations de l'assureur. Il va vous dire, bon, bah voilà, ça, vous prenez ce type de contrat, c'est 30% du C, celui-là, c'est 50, celui-là, c'est 70, par exemple. Alors que quand vous êtes, vous, CGP en banque, c'est vous qui faites le choix avec les clients. Vous essayez, vous discutez de ses préférences. Est-ce qu'il y a des marchés, par exemple, sur lesquels il ne souhaite pas investir, etc. Quelles sont ses attentes à plus ou moyen long terme? Est-ce qu'il y a des produits qu'il préfère plus que d'autres, par exemple des produits structurés ou que des actions ou que des obligations ou des fonds flexibles ou plutôt sectoriels, etc. Donc, en fait, en banque, c'est vraiment l'aspect placement financier qui est très développé et donc vous avez après une culture financière qui est très très riche et ça pour le coup en cabinet vous l'aurez un petit peu moins. Sauf si vous êtes dans un cabinet qui fait également gestion, qui est également gestionnaire lui-même. D'accord. Mais vous qui de base vouliez faire de l'immobilier, est-ce que enfin, pas mal d'immobilier, est-ce que ça vous a pas manqué en fait quand vous êtes passé en banque?
Non, parce que en fait, justement, quand j'ai commencé moi sur l'immobilier et que j'apprécie beaucoup l'immobilier, en fait, au bout de 3 ans, je me suis dit oui, mais en fait, mon métier, c'est pas que faire de l'immobilier. Il y a aussi d'autres facettes de la gestion de patrimoine que je veux apprendre, mais qu'aujourd'hui, je pourrais pas apprendre parce que voilà, on m'impose tel ou tel produit avec tel et tel spécifique et rien d'autre. Et donc, j'avais ce besoin de pouvoir apprendre de nouvelles choses et plutôt l'aspect, cette fois-ci, financier. Et donc, du coup, j'ai décidé donc, d'étoffer mon expérience et d'intégrer, du coup, la Société Générale pour apprendre justement tout cet aspect financier. Et au final, on se rend compte que ce sont deux expériences qui sont totalement complémentaires. Parce que autant on peut aujourd'hui, aujourd'hui, je saurais expliquer et vendre un Pinel, même si j'en fais plus depuis 3 ans. Et aussi répondre à des questions plus sectorielles, plus définies sur des actions, sur des obligations, etc. D'accord, ok. Et du coup, je crois qu'on a déjà posé pas mal de questions. Là, je vais vous poser des questions du coup sur l'avenir de la profession, donc le devenir du métier de gestionnaire de patrimoine. Vous, comment vous pensez que le marché va évoluer plus tard? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un essor des indépendants / des cabinets? Ou est-ce que vous pensez justement que c'est le secteur de la banque qui va le plus se développer dans la gestion de patrimoine? Ou rester actif? Aujourd'hui, honnêtement, pour moi, c'est comment dire, ils vont tous avoir un essor chacun de leur côté parce qu'au final, on se rend compte que quand vous êtes un cabinet, vous allez accompagner les clients sur des thématiques particulières et en banque, ce sera un petit peu plus différent. Donc, pour moi, il y a quand même une certaine différence entre le cabinet et le banquier. Et il n'y aura pas forcément l'un qui empiétera sur l'autre. D'autant plus qu'aujourd'hui, en banque, on est banque et assureur, donc on fait encore plus de choses, ce qui peut peut-être par la suite faire que le CGP sera moins expert et donc du coup laissera plus de place pour les cabinets. Mais ça m'étonnerait parce que la clientèle aujourd'hui patrimoniale sur laquelle sur laquelle on peut faire de beaux placements et de belles opérations voilà, d'accompagnement. La banque a conscience que c'est un marché très porteur et elle fera tout pour pouvoir les garder. D'accord, donc pour vous, ils sont plus complémentaires au final. Oui, pour moi, ils sont complémentaires. Il n'y aura pas forcément l'un qui va comment dire, empiéter sur l'autre parce que pour moi, ce ne sera pas possible. D'accord, très bien. Et ensuite, en dernière question, du coup, il y a Thibaut qui avait une question qui l'intéressait tout particulièrement. Je vais lui laisser du coup vous la poser pour finaliser le tout. Merci Aymeric. Effectivement, j'ai une question pour vous qui est très intéressante pour nous tous ici présents. C'est comment faire le bon choix? C'est-à-dire, est-ce que vous conseillerez quelqu'un de se lancer sur le marché du cabinet indépendant ou plus sur la banque avec la gestion de patrimoine? Selon vous, quel est le meilleur choix? Pour moi, le meilleur choix, en fait, ça va être surtout... vous apprendrez autant en banque que dans un cabinet indépendant. Et c'est vrai qu'on fait toujours la différence conseiller en gestion de patrimoine indépendant et banque. Mais aujourd'hui, de plus en plus de cabinets proposent justement, notamment le statut de salarié. Donc, du coup, ça retire un petit peu à l'aspect indépendant. Mais l'indépendance, on peut l'interpréter de différentes façons. Est-ce que c'est l'indépendance purement au sens droit du travail, donc vous n'êtes pas en CDI, vous êtes agent, donc vous créez votre propre société, vous êtes immatriculé, ou indépendant dans vos choix et dans la façon dont vous vendez les produits, que vous pouvez vendre tel ou tel produit. Mais quoi qu'il arrive, même si vous êtes indépendant sur la vente des produits, vous serez toujours limité aux partenariats que vous avez avec les différents assureurs ou banques. Donc, en réalité, la différence, elle va être surtout sur est-ce que si vous si vous êtes en banque, vous allez vous retrouver à faire de la banque et de l'assurance et une relation de A à Z, alors qu'en cabinet, vous allez rester sur plutôt l'aspect gestion de patrimoine
Donc pour moi, la différence, elle se fait plus à ce niveau-là. Donc je pense que pour commencer, je ne sais pas. C'est une question compliquée parce que ça dépend des attentes en fait de chacun. Aujourd'hui, vous dire de commencer en tant que CGP dans un cabinet ou dans une banque, ça dépend des attentes de chacun. Aujourd'hui, si vous souhaitez faire CGP toute votre vie, je vous dirais plutôt cabinet. Demain, vous me dites j'aimerais bien faire CGP et après, pourquoi pas sur de la banque privée ou quoi que ce soit, je vous dirais de commencer en banque dans ce cas-là. D'accord. D'accord. Je vous remercie pour toutes vos précisions. Et du coup, Aymeric, je te laisse conclure. Oui, je vous remercie en fait d'avoir pris le temps en fait de répondre à nos questions. C'était très clair et très enrichissant parce que j'ai cru comprendre dans la semaine, comme on avait parlé avec certains de la classe, que certains seraient intéressés en fait pour travailler en cabinet plus tard. Et c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui a l'expérience du cabinet et de la banque dans sa vie en un court espace de temps, je trouve ça très intéressant parce qu'au final, vous avez toutes les idées qui sont encore fraîches du marché actuel. Et du coup, merci beaucoup encore une fois d'avoir pris le temps de nous expliquer votre vécu et votre point de vue. Je vous en prie. Alors, même s'il y a eu quelques coupures, si voilà, vous avez des questions qui arrivent par la suite ou quoi, n'hésitez pas. Bien, merci beaucoup. Oui, si je peux me permettre un petit mot de conclusion, merci infiniment, Madame Ajaji. C'était absolument passionnant cette intervention. Et malheureusement, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre sur pause, il y a des petits problèmes techniques, mais ça n'a vraiment rien retiré au côté passionnant de la chose. Et je suis sûre qu'ils ont appris beaucoup de choses. Et effectivement, vous avez répondu. Moi, j'avais une toute petite question à la fin, c'était sur la banque privée, justement, qui peut être une évolution professionnelle en banque qu'on n'aurait pas forcément en cabinet privé. Et vous y avez répondu en disant qu'effectivement, si on visait un petit peu la banque privée, il fallait mieux rentrer dans le domaine bancaire. Alors, justement, peut-être une dernière question par rapport à ça, puisque la thématique, c'était comment les banques peuvent-elles rivaliser avec les cabinets privés. Finalement, moi, en vous écoutant, j'ai retenu plusieurs choses. C'est bien sûr l'expertise qu'il faut avoir dans ce métier, la formation tout au long de la vie, je pense que ça, c'est vraiment important. La notoriété des banques aussi, qui est une vraie valeur ajoutée par rapport aux cabinets privés. Et puis la posture commerciale quand même. Je pense que si vous pouvez peut-être faire un petit mot de conclusion par rapport à ça, mais en termes de compétences, par exemple, si on veut progresser en banque privée, est-ce que ça va nécessiter encore plus de compétences ou est-ce que ça peut être justement une évolution de carrière potentielle pour tous ces CGP? Oui, alors si on veut évoluer après vers de la banque privée, il va falloir du coup beaucoup d'expérience et beaucoup de connaissances sur l'aspect donc des marchés financiers qui sont très demandés aujourd'hui en banque privée parce que en fait en banque privée, il faut savoir qu'en tout cas à la Société Générale, vous avez l'appui d'un ingénieur patrimonial qui intervient sur tous les aspects, donc cette fois-ci succession, transmission d'entreprise par exemple, etc., sur des clients à fort potentiel. Mais vous, on va vous demander si vous êtes conseiller en banque privée ou banquier privé ou encore c'est une clientèle très aisée, d'avoir, généralement, ça devient carrément vous qui choisissez l'allocation du portefeuille financier et donc à ce moment-là, oui, on va vous demander des connaissances financières très, très importantes et très poussées. D'accord. Eh bien, écoutez, merci infiniment pour ce temps que vous avez consacré à nos étudiants. Merci à tous les participants qui nous ont suivis. Nous allons libérer Madame Ajaji et puis nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle conférence métier.